Jean-Luc Mélenchon était hier soir à Lyon pour soutenir la candidate insoumise. Bon, on va l'écouter, mais là, on ne parle même plus de programme, d'idées. On est sur la dérive. Il n'a même pas parlé de voilà, on est sur la dérive personnelle d'un homme. Pas le sujet, oui. On est sur la dérive personnelle d'un homme qui vocifère, éructe, vocifère et se fait applaudir d'ailleurs. Il y avait beaucoup de monde hier. Il y a 2000 militants. Voilà, il y a beaucoup de galvanisés. La haine fédère. Bah écoutez, écoutons ce qu'il a dit en tout cas sur la jeune garde. Je vous répète que la jeune garde n'a jamais voulu à aucun moment la mort de qui que ce soit parce que leur formation ne prévoit pas qu'on tue. Le contraire. Les jeunes gardes, ce sont nos frères. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, comment il explique ce qui s'est passé à Lyon il y a 15 jours, c'était un traquenard. Jean-Luc Mélenchon. Tout ce que j'ai dit sur l'événement lyonnais, tout était vrai. Tout ça est un traquenard qui a été monté de propos délibérés par l'association Némésis, qui se sert des jeunes femmes qui mènent son combat, comme elles le disent elles-mêmes, comme d'appât pour faire venir les militants antifascistes et ensuite provoquer des bagarres parce qu'elles sont liées directement à des groupes d'extrême droite lyonnais en particulier. Bon, Georges Fenech, est-ce que ces propos tombent sous le coup de la loi ? Parce que le procureur de la République, c'est pas du tout ce qu'il dit. Il n'a aucune immunité. Donc il parle de traquenard. Il contredit la version et de la justice et de la police. Donc est-ce qu'il peut être convoqué ? Parce qu'il y a un moment, il faut quand même que ça s'arrête. Ça devient insupportable. Oui, mais ma question est... Est-ce qu'il peut être convoqué ? Il a le droit de dire des conneries. Ça, c'est pas puni par la loi. Bah oui, mais pardon l'expression. Hein. Oui, mais pardonnez-moi. Il a le droit de dire des bêtises. Quoi. Mais là, c'est complotiste. Bah, sauf qu'il parle à 2000 personnes. Oui. Donc, est-ce que ça peut tomber sous l'ordre public ? La réponse, c'est la justice qui l'apportera dans son enquête et qu'il a déjà commencé à l'apporter. Il n'y a pas eu de traquenard, on le sait. Il n'y a pas eu d'affrontement, on le sait. Il y a eu un lynchage et peut-être même avec préméditation depuis qu'on a découvert qu'un cyclomoteur, enfin à 2 roues, circulait et cherchait la victime. Non, mais je pense que ça va se rapprocher tôt ou tard. L'affaire de reconstitution de Ligue dissoute, je vous l'ai déjà dit, vous verrez, risque de se rapprocher très dangereusement et de Raphaël Arnaud et peut-être même de Jean-Luc Mélenchon. Et qu'est-ce qu'on fait avec Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, André Valigny ? Moi, je suis de plus en plus optimiste. Parce que je pense qu'à force de se radicaliser, de se singulariser, il va continuer à perdre des points dans l'opinion publique. Il est aujourd'hui l'homme politique le plus détesté de France. Moi, je pense, je le disais à Georges tout à l'heure avant l'émission, je reste optimiste, je pense qu'il ne sera pas au 2e tour. Et que si le centre-gauche, la gauche social-démocrate, républicaine ou le centre-droit arrive à se mettre d'accord sur un candidat, un de chaque côté, la qualification pour le 2e tour sera assez basse. Je pense que soit la gauche républicaine, soit la gauche républicaine, soit la droite classique peuvent être au 2e tour face à Bardella ou Le Pen. Je pense que Mélenchon là est en train de... Il va couler. J'attends avec impatience les sondages. Je peux me tromper, mais je crois qu'il va couler. Je pense que vous dites les choses telles que vous voudriez qu'elles soient. Oui, aussi. Moi, j'ai vu hier des gens galvanisés. Voilà. Oui, galvanisés. Mais combien ? Galvanisé. 2000 étudiants à Mais Lyon. moi, je ne vois pas comment on peut être optimiste. Il a une base dans ce qu'il nomme la Nouvelle-France et dans les grandes métropoles où il y a tout un tas de diplômés déclassés qui restera quoi qu'il en coûte, premièrement. Sur l'opinion publique dans sa globalité, vous avez raison, il est l'homme aujourd'hui qui suscite le plus de défiance. Je crois qu'il y a un taux de rejet de 71%. Voilà. Donc en effet, c'est considérable. Il ne gagnera jamais par les urnes. Maintenant, les urnes, moi j'ai le sentiment qu'il s'en moque. Ce qu'il vise, et on le sait tous très bien, c'est le 3e tour social. On peut être sûr d'une chose, c'est que tous les coups vont être permis jusqu'en 2027 et que ce sera sans doute pire après. Non, mais le discours, Rachel Kahn. le discours infuse la société, même si c'est effectivement une minorité. Il infuse sa haine avec des propos calomnieux, disqualifiants, intimidants. Et moi, très sincèrement, il me fait peur. Parce qu'en fait, il est en train de chauffer une meute. Oui. Et c'est ça le problème. Donc les urnes, c'est quelque chose. Mais là, on voit bien le clivage et comment... Il n'y a qu'une chose qui pourrait l'arrêter. C'est s'il y avait une réaction politique, et notamment à gauche. Si, par exemple, Éric Dupond-Moretti, plutôt que de dire le RN et LFI, c'est la peste et le choléra, si des gens comme ça disaient attention, le danger XXL, c'est la France insoumise. Mais ces gens n'ont pas de courage. Ils n'en ont pas de courage. Vous avez un parti qui se met en place avec des critères fascistes, avec le chef. Moi, je plains les gens qui sont autour de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il a parlé 2 heures hier. Tout à fait.
2 heures, comme Castro, comme Totalement. etc. C'est-à-dire qu'il y a une dérive personnelle aujourd'hui. Totalitaire. Et les Bompard, les Coquerel, tous ces Panot. gens-là, évidemment qu'ils s'en rendent compte. Évidemment qu'ils s'en rendent compte. Et que il y a un moment où ça va repartir. Mais simplement, tu restes, et puis tu finis, comme toujours dans les pouvoirs autoritaires, tu meurs avec le chef. Sur la gauche, ça va au-delà de Manuel Bompard et des proches de Jean-Luc Mélenchon. Mayalène. Hier, on parlait des potentielles alliances qu'on verra entre les écologistes, le Parti socialiste, avec certaines villes pour les seconds tours des municipales. Malgré ce qui s'est passé il y a 2 semaines, en réalité, aucune alliance avec LFI n'est exclue. Hier, il s'est quand même adressé à Grégory Doucet, donc l'actuel maire de Lyon, en disant « Grégory Doucet, les conditions d'une alliance au second tour, c'est nous qui les posons, changer de ton ». Donc on peut voir la manière dont lui-même aborde ça. Il considère que lui est le leader de la gauche et que les autres doivent s'adapter en fonction. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est étonnant, c'est les réactions de la gauche ce matin. Olivier Faure et Marine Tondelier qui réagissent aux propos de Jean-Luc Mélenchon sur l'affaire Epstein qu'il a tenue hier et qui ont été qualifiés d'antisémites par Aurore Berger. Marine Tondelier dit non mais ça va pas maintenant, rien ne va dans ce propos, ça suffit. Olivier Faure dit est antifasciste, celui qui combat le fascisme, pas celui qui en utilise les ressorts les plus dangereux. Et on peut quand même être rassuré que les 2 leaders de ces partis seront prêts à des alliances d'ici 2 semaines. Elle a parfaitement raison, Mayalène. Ce qui est étonnant, et c'est pour ça, ce qui est étonnant, c'est que Marine Tondelier, alors où c'est le syndrome de Stockholm, ou plus exactement, c'est tout simplement leurs intérêts. Mais oui. Parce que ces gens-là, comme le disait Florian Bachelier hier, sans la politique, ils ne savent rien faire. Donc, ils sont demain au chômage, Marine Tondelier ou Olivier Faure, sinon plus leur siège, ils ne sont plus rien. Marine Tondelier, Rien. lorsque Médine a ricané sur mon nom en me disant « reste canepé », Marine Tondelier a quand même soutenu Médine. Donc, mais je vous assure, mais il a raison, hein, Mélenchon, de son point de vue, c'est des carpettes. Il a raison, c'est des carpettes. Personne aujourd'hui à gauche n'est en mesure de... Personne n'ose le dire. Mais personne. François Hollande, le jour où il dit LFI est un parti fasciste, là il me plaît. On n'est pas obligé de dire fasciste. Il faut Pourquoi mettre le mot fasciste à toutes les sauces. Vous le mettez vous à toutes les fautes depuis 50 ans. Le fascisme a une définition historique, juridique. C'est ce qui s'est passé en Italie des années 1919 à 1943. Donc arrêtez avec fasciste, extrême droite me suffit. Et Hollande a été très clair sur la France insoumise. Aucun accord avec la France insoumise. Il est à la fois et Glucksmann clair, a été très clair aussi. Il est à la fois clair, mais il ne dit pas Monsieur Mélenchon est un danger XXL pour la société française. Il ne dit pas cette phrase. Il ne dit pas des choses très différentes. Hein. Ah si. Il a pris ses distances. Ah oui. Bon, les médias, Jean-Luc Mélenchon, alors je salue Florian Bachelier qui devient quasiment... il est avec nous en fait. Oui. Si vous regardez les sondages, notamment Parisien, dit-il, il n'y a aucun effet Quentin. Les cadres socialistes qui font semblant de découvrir le problème Mélenchon s'allieront à nouveau avec lui dans les 10 minutes qui suivront les défaites municipales du NFP. À gauche, il n'y a jamais de ligue dissoute, dit monsieur... Bachelier, qui est le bienvenu sur ce plateau. Écoutons Monsieur Mélenchon sur les médias. On est arrivé avec les médias, hein, vous le savez. Alors ils disent que c'est moi qui ai un problème avec eux. J'ai l'impression que c'est plutôt eux qui ont un problème avec moi, si j'en juge d'après ce que je lis. Hein ? Peut-être que demain, il y aura... Là, pour l'instant, en ce moment, il y a une campagne sur « J'ai choisi les journalistes ». Je vais vous en dire un mot. Demain, peut-être que ce sera « Est-ce qu'on ne peut pas penser que Mélenchon était avec Ravaillac face à Henri IV ?» C'est une question, ce n'est pas une certitude. Ou bien, si c'est BFM que vous regardez, vous aurez des citations pendant que je parle. Est-il antisémite ? Est-ce qu'il a fait ceci ? Il pleut, n'y est-il pour rien ? Donc là, on est sur quelqu'un qui prend un plaisir sur scène d'ailleurs, et on est sur une dérive personnelle. 3 décennies comme apparatchik au Parti socialiste pour finir en tribun violent, trumpisant presque. C'est invraisemblable, mais c'est bel et bien la réalité. Sur les médias, certains font mine d'être surpris, mais je rappelle que dès 2018, Jean-Luc Mélenchon disait que la haine des médias et de ceux qui les animaient était juste et saine. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il s'inscrit juste dans une vieille tradition à gauche, à l'extrême gauche en particulier, qui est de refuser le débat. On ne débat pas, on abat. Voilà, il est dans cette vieille tradition révolutionnaire. Écoutez, vous n'éprouvez pas, moi je ressens une forme de Georges lassitude vis-à-vis de Mélenchon. Un peu marre, si vous voulez. C'est ça que je ressens.
Bon, vous avez dit trumpisante. Et Sur les médias, en tout cas. Voilà, c'est-à-dire que j'attaque les médias. Pas sur l'idéologie. ce qui peut tomber sous le coup de la loi, pour revenir sur votre question, Georges Fenech. ce qui peut tomber sous le coup de la loi, c'est cette manière de porter atteinte à la mémoire de la victime quand il le traite de néo-nazi. Eh oui. Il vient d'être enterré, ce jeune victime innocente en réalité. D'ailleurs, Collard l'a dit aussi ce matin. Là, ce qu'on peut attendre de la famille, c'est qu'il y ait des dépôts de plainte. Ça ne peut pas rester Oui, sans mais réponse. la famille, elle n'a pas envie non plus. Mettez-vous à sa place. La famille, elle n'a pas envie précisément de se retrouver dans un maelstrom. C'est ça la perversité de l'affaire. C'est-à-dire que si tu es la famille, tu penses d'abord à la peine que tu as et tu n'as pas envie pas de te laisser retrouver salir dans ton un fils tribunal. comme Oui, ça. je suis Impossible. d'accord avec vous, mais c'est ça, je le répète, il y a une forme de perversité. Tu viens de perdre ton fils. Tu as quelqu'un qui l'insulte, même Bruno Gassio. Je l'ai dit, il l'a traité Connard. de néo-nazi. Connard aussi. Il a bon. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là? Vous allez vous retrouver devant un tribunal et puis les médias vont être là et puis il va falloir que vous parliez et puis ils vont aller chercher Alors, il faut à rien salir dire. votre. Il faut laisser faire. Ben, c'est le problème. Non, sauf les hommes politiques. Celui qui devrait parler, d'abord, c'est Emmanuel Macron. Il est garant de nos institutions. Et lui, la seule chose qu'il dit, c'est on renvoie les extrêmes. Il ne voit pas le danger. Mais parce qu'en fait, ça l'arrange d'une certaine manière. En tout cas, ça arrange l'extrême centre de dire les deux sont les mêmes pour que mon candidat soit réélu. Donc il y a des intérêts personnels là-dedans, des intérêts politiques. Alors qu'il devrait avoir quelque chose qui dépasse les intérêts politiques, de dire attention, la France est en danger. Mais ça, il faut avoir manifestement, faut aller au-delà de soi, peut-être. Quelque chose qui te dépasse toi-même pour revoir l'intérêt général. Il y a de cela peut-être 20-30 ans, Jean-Marie Le Pen avait fait bondir à juste titre toute la gauche française lorsqu'il avait parlé du rapport crématoire. Et le lendemain, toute la presse avait condamné évidemment ce qu'il avait dit. Hier soir, il y a eu quelque chose d'analogue, puisque M. Mélenchon a ironisé sur le nom d'Epstein. Et évidemment, il y a de forts relents antisémites lorsqu'on parle comme cela ou lorsqu'on joue avec les mots. Je salue d'ailleurs Bernard Cazeneuve qui sauve l'honneur de la gauche. Bernard Cazeneuve qui a écrit il y a quelques minutes dans la ville de Jean Moulin, de Robert Badinter, où les milices de la collaboration ont livré tant de juifs au camp de la mort. Comment peut-on tomber dans cette fange sans honte et sans déshonneur? Mélenchon se réveille Mitterrand, il finit comme Soral. Voilà effectivement ce qu'on aimerait entendre à gauche. Vous l'entendez? Oui, mais le premier secrétaire du Parti socialiste... Il a dit à peu près la même chose. Ah, vous trouvez qu'il a dit la même chose, vous, Olivier Oui. Faure? C'est marrant, moi, j'ai pas... Ce matin, Oui. Olivier Faure a tweeté « Est antifasciste celui qui combat le fascisme, pas celui qui en utilise les ressorts les plus dangereux. Ben voilà. En référence Oui, à ça c'est moins fort que parler de Soral. Mais la vraie question aujourd'hui que tous les médias doivent se poser, Jean-Luc Mélenchon est-il fasciste? Je le dis tous les matins. Vous la voyez, cette question? Faut-il interdire la France insoumise? On en est là. Parce que si c'est un parti fasciste, à ce moment-là, il faut l'interdire. C'est pas à la gauche que vous allez aller Il demander n'existe pas, le ça. parti. C'est pas... Bon, ou le mouvement. Le mouvement. Et est-ce que, mouvement. voilà, est-ce que ces propos tombent ou sous le coup de la loi, etc. Alors, je vous propose d'écouter ce qu'il a dit effectivement sur le mot Epstein. Je précise qu'il y a une règle là-dessus. Oui. C'est-à-dire que lorsque on est né aux États-Unis, a priori, on dit Epstein. Et lorsqu'on vient d'Allemagne ou on dit Frankenstein, Epstein, etc. Donc c'est la règle c'est pour ça qu'on disait Harvey Weinstein et c'est pour ça qu'on dit Albert Einstein, par exemple. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon. Le droit à la défense, allez vous faire voir le secret de l'instruction, et ce sera une autre fois. Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon. Ça fait plus russe, Epstein. Hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Bon, c'est un scandale. C'est scandaleux, mais tout le monde devrait effectivement ce matin dans la presse. Aurore Berger a réagi. Oui, Aurore Berger, mais France Inter, vous avez entendu France Inter dire un mot? On sait très bien qu'il faut rien. Vous avez entendu des réactions ce matin Non, mais à c'est ça? terrible. C'est une honte dans la France d'aujourd'hui. Dans la France d'aujourd'hui, après le 7 octobre, où les Français juifs sont mis à mal, où il y a Bien sûr. encore eu des problèmes à Drancy, Bien sûr. c'est terrifiant, c'est terrifiant. Et par ailleurs, effectivement, il reprend mot pour mot
le Soral, qui avait aussi joué sur le nom des gens, où maintenant, aujourd'hui, ce matin, il nous fait croire que c'est un ricanement, une nouvelle fois, sur un nom. Et oui, comme il avait dit Madame Yael Braun-Pivet, qui part camper, des choses comme ça. Alors, il vient de tweeter à l'instant, j'ai ironisé sur la volonté de vouloir faire avec Epstein un nom pour russifier le problème. Consternante réaction de ceux qui y voient de l'antisémitisme. Ça pose question sur leur réelle motivation sur cette question. L'antisémitisme est du côté de ceux qui veulent tout ramener à ce sujet, dit-il. La brutalisation de la vie politique est du côté de ceux qui veulent nous faire taire à force de menaces et d'insultes à tout propos. C'est l'inversion accusatoire. Totalement. En fait, disons les choses, c'est pervers. Oui. On a affaire aujourd'hui à une perversité politique, intellectuelle, l'inversion accusatoire. Oui. Voilà, la gauche devrait le dire, c'est tout, et devrait le dire plus nettement. Il y aura des alliances partout avec les municipales, on verra ce que fera, je cite souvent Nantes, mais Madame Appéré, elle a été claire là-dessus, mais bon, manifestement... En gros, c'est toujours les mêmes relents, la version accusatoire, en effet, cette logique du pile je gagne, face super. Vous parliez, Rachel, d'Alain Soral, il y en a une autre qui doit se réjouir ce matin, c'est Ouria Boutelja, qui avait écrit ce livre épouvantable, Les Blancs, les Juifs et nous, et qui avait qualifié Jean-Luc Mélenchon de butin de guerre, et on la comprend quand on l'entend parler d'Epstein en ces termes. Mais il n'est pas bête, Mélenchon, il envoie des clins d'œil à sa base électorale. Il y avait une étude de la Fondapol qui montrait que les sympathisants insoumis étaient les plus perméables aux préjugés antisémites. Ça, il en a tout à fait conscience, Jean-Luc Mélenchon. Et il y a 2500 personnes qui ça fait rire. Hein. C'est ça, c'est bien sûr. C'est ça qui est sidérant. Ces gens-là, ils sont... Alors... Et là, ce matin, il est en train de dire, en gros, que l'antisémitisme, c'est la faute des Juifs. C'est ça qu'il dit dans son message. Oui. Mais je vous dis, il y a 2500 personnes qui applaudissent, qui sont très bien, qui nous écoutent peut-être d'ailleurs, et qui disent mais non, c'est pas grave. Intervention sur le collectivisme. Nous sommes avec Jean-Luc Mélenchon, toujours dans son intervention d'hier. Écoutez-le. Oui, je suis un collectiviste. Oui, je suis en rouge. Oui, j'aime ma patrie. Oui, j'ai mon drapeau bleu, blanc, rouge et très rouge. Mais vous n'avez pas besoin de me démasquer. Je le suis. Vous êtes des collectivistes, vous êtes des gens de gauche, vous êtes des anards, vous êtes des trotskars, vous êtes des sos, vous êtes des communistes. Voilà qui vous êtes. Et puis il y a tous les autres. Je salue Frédéric Aziza qui nous regarde et qui a tweeté évidemment hier sur l'intervention antisémite de Jean-Luc Mélenchon, et on lui transmet à la fois notre amitié et notre compassion parce qu'il est souvent visé personnellement, comme Brigitte Boucher, qui est une journaliste remarquable de France Info, a été elle-même visée par un torrent de haine sur les réseaux sociaux pour une seule chose, parce qu'elle avait dit qu'il n'y avait pas de génocide à Gaza, face à Madame Obono. Et ça a été un torrent de haine. C'est-à-dire qu'on cible, on met des cibles sur les gens. Et les journalistes, comment dire, c'est parfois le syndrome de Stockholm. Bon, au fond, ils réagissent pas trop. Voilà, ça les... Voilà, ils n'ont pas peur. Comment ? Est-ce qu'il les impressionne pas, ces gens? Ah, ça, je pense qu'il leur fait peur, oui. Je pense qu'il leur fait peur. Oui, ça, il leur fait peur. Il est terrifiant, de toute façon. Oui, je pense qu'il leur fait peur, effectivement. Si on ne fait pas bloc tous face à ça, c'est-à-dire qu'on est nombreux aujourd'hui à être visés personnellement par la France insoumise. Et forcément, moi, je ne suis pas du tout positif. Et je suis, franchement, le discours passionnément antisémite imbibe la société. Et par ailleurs, les citoyens sont pris à partie, on vous met des cibles dans le dos, on vous intimide, vous ne pouvez pas prendre les transports normalement à cause de ce mouvement-là. Mais tous les hommes politiques et les femmes politiques devraient prendre la parole, tous, mais Marine Tondelier, ça, tous, ils ne le feront pas. Faire bloc, comme vous dites, ça impliquerait de tirer des conclusions d'un point de vue électoral, parce que moi, j'en veux moins à Jean-Luc Mélenchon qui a le mérite d'avancer à visage découvert qu'à ceux qui lui pavent la voie, et je pense notamment à l'extrême centre qui a fait réélire tout un tas de députés insoumis en 2024. Vous avez parfaitement raison. On en revient toujours à la même chose. On en revient au maire du Havre, Monsieur Philippe. On en revient à Édouard Philippe, bien sûr. On en revient à Gabriel Attal. On en revient à tous Raphaël ces gens. Arnaud, il gagne à 54% à Avignon grâce aux voix du centre. Bien sûr. Raphaël Arnaud, justement, on en parle. À l'instant, je voulais vous montrer une séquence que nous avons déterrée, si j'ose dire, de l'Assemblée nationale. Et c'est 100% Frontières qui était à l'origine de cette séquence. Vous allez voir M. Arnaud sortir et il est accompagné de Jacques-Élie Favreau, qui était son assistant parlementaire, qui ne le quittait pas. Et ça montre bien le lien qu'il y a entre les deux. Dès que vous voyez l'un, vous voyez l'autre. Regardez. Actuellement incarcéré.
C'est rigolo de vous voir me courir après. Normalement, c'est plutôt l'inverse. Normalement, vous courez dans l'autre sens. Allez, allez. Bonne soirée. Donc vous l'avez vu, et on va le revoir peut-être au ralenti, celui qui est juste derrière lui, voilà, c'est ce monsieur qui est aujourd'hui en prison, ce nervi, qui est accusé de meurtre et qui encourt, je crois, une peine de 30 ans de prison si les faits sont avérés. Il y avait une autre image aussi devant l'Assemblée nationale, de la même manière que vous pouvez voir, où on le voyait sortir avec Monsieur Arnaud, et il était en train de filmer. Regardez cette séquence. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que vous pensez du terrorisme de l'extrême droite? D'Europe 1, où on voit Jacques-Élie Favreau en train de tourner celui qui est en train de filmer, celui qui est son député. Raphaël Arnaud doit-il démissionner de son poste de député à l'Assemblée nationale? 80% des gens disent oui, interrogés. Même à gauche, 73% des gens disent oui. Et puis il y a quand même des gens qui prennent leur distance avec la France insoumise. Et je pense à François Ruffin. À l'évidence, si jamais 2 de mes assistants parlementaires plus un ancien stagiaire pris dans une affaire de meurtre, je serais dans une profonde remise en cause. Personnellement, je remettrais ma démission. Mais évidemment, peu de gens prennent leur distance. Et c'est terrible pour eux, je vous assure, parce que on se rend compte toujours quand un homme est à la dérive. Et je pense que des gens comme Coquerel, comme Bompard, Madame Panot, je ne sais pas, mais ils se rendent compte qu'il y a un truc qui ne va plus, qui ne va pas. Ils diront rien. Ils diront rien. Aveuglément, le chef. Bon, vous avez Madame Obono, par exemple, sur l'affaire Raphaël Arnaud, qui a tweeté et il le restera chial. Et donc elle parle comme ça à Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, Raphaël Arnaud est toujours membre de la France Insoumise, sauf que Sébastien Lecornu, vous avez Madame Obono qui le dit, et il le restera chial au Premier ministre. Une députée. Une députée. Bon. C'est bien pour notre jeunesse comme exemple, c'est formidable. Mais comme en même temps ceux qui gouvernent ont tellement mal gouverné et ont tellement fait n'importe quoi depuis des années que ça crée ce climat. Voilà. C'est aussi cela, on parlait tout à l'heure de Stellantis, c'est aussi ça le souci. C'est-à-dire que si ceux qui avaient gouverné, et je ne parle même pas des options politiques. Le syndicat de la magistrature, on en parlait hier. Oui. Bien connu. Il a fait un communiqué très intéressant, comme à son habitude, c'est-à-dire qu'il met les pieds dans le plat politique, si je puis dire, la cuisine politique, sans embâge, sans gêne. Il stigmatise l'extrême droite, il remet en cause des décisions éventuellement de justice. Enfin bon, ce à quoi le syndicat nous a toujours habitués. Maintenant, la question est de savoir jusqu'à quand ça va continuer. Qu'est-ce qu'attend le garde des Sceaux pour réagir et dire, tiens, et s'ils répondaient un peu de leurs actes devant, je pense que tu ne seras pas d'accord, André, devant les instances disciplinaires pour violation du statut qui oblige à l'impartialité et à l'obligation de réserve. La couverture syndicale ne permet pas ce genre de choses. On a affaire à un syndicat qui fait que de la politique aujourd'hui, voyez-vous. André Valigny, qu'en pensez-vous de ce communiqué du syndicat de la magistrature? Il est excessif, comme tout ce que fait le syndicat de la magistrature en général. Il nous a habitués, c'est ce que Georges vient de dire, il nous a habitués à être très, très excessif, pour ne pas dire très extrémiste. Mais vous savez, la question du syndicat de la magistrature, c'est la question du syndicat tout court. Ce n'est pas parce que vous empêcherez ou vous interdirez les syndicats dans la magistrature, je crois que c'est ton souhait d'ailleurs, Georges, que vous empêcherez les magistrats d'être politisés, d'avoir des opinions. Ah si, je pense que s'il y avait une réaction ferme, un jour, d'un garde des Sceaux qui dira « attention, c'est terminé », ou alors c'est l'instant disciplinaire, ça va se calmer. Et moi, tu n'empêcheras pas les magistrats d'avoir leurs idées. Ah, mais ça, qu'ils aient leurs idées, mais qu'ils les expriment de cette façon-là, qu'ils envoient des contre-circulaires à celle du garde des Sceaux, qui défilent dans la rue. C'est pas des idées, là. Attends, c'est pas possible. C'est pas des idées. Ce que je constate, en tout cas, c'est que le syndicat de la magistrature combat l'instrumentalisation, la récupération, comme ils disent, à géométrie variable. Je me suis replongé dans leur littérature, par exemple, au moment de la mort de Naël. Ils disaient que les questions que soulevait la mort de Naël étaient politiques. Et ils disaient à l'époque que ce n'était pas à la justice d'éteindre une révolte. On était en juin 2023. Donc il y a une partialité évidente, mais cette partialité, elle a toujours été de mise dans l'histoire de ce syndicat. Il n'y a qu'à relire la harangue de Baudot en 1974. Soyez partiaux. Le fait est que le mot d'ordre a été entendu. Et très bien. Ce n'est pas des idées, c'est une analyse que propose le
syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature, est-il écrit, continuera de dénoncer les compromissions face aux dangers que représente l'extrême droite et s'inquiète de l'effacement croissant des garanties de la démocratie. Je vous rappelle que c'est un jeune homme qui a été tué par l'extrême gauche. Je vous rappelle que toute la séquence que nous vivons, c'est après la mort d'un jeune homme tué par l'extrême gauche. Mais le procès qui est fait, c'est celui de l'extrême droite. Je le rappelle. Et je continue, des groupuscules d'extrême droite dont certains assument de recourir à la violence pour lutter contre la démocratie, l'état de droit et l'égalité de tous et toutes devant la loi ont défilé dans les rues de Lyon. Certains membres du cortège auraient tenu des propos racistes et homophobes, des saluts nazis et ont été observés. Hier, il y avait 2500 personnes qui applaudissaient des propos antisémites. Vous pensez que le syndicat de la magistrature va faire un communiqué ? Mais quelle est leur légitimité pour dire cela? Est-ce qu'ils sont élus, ces juges, pour pouvoir s'exprimer de cette façon-là? En tout cas, c'est un des problèmes de la société c'est le française. problème. C'est le problème. Bon, et je fais juste une petite parenthèse parce qu'on va parler du clash qui s'est passé en commission hier, mais Wissam Ben Yedder, et vous connaissez Wissam Ben Yedder, qui est un international de football français. Ah oui. Il ne sera pas renvoyé pour viol devant la Cour criminelle des Alpes-Maritimes. Le renvoi a été annulé ce jeudi en appel, faute de charges suffisantes. Bon. L'affaire remonte à juillet 2023, quand le joueur, alors capitaine de l'AS Monaco, et son frère, Sabri, ayant tous deux beaucoup bu, ont ramené au domicile qu'ils partageaient 2 jeunes femmes de 18 et 19 ans rencontrées le soir sur une plage. Le lendemain, elles ont dénoncé des faits de viol, tentatives de viol et agressions sexuelles contestées par les 2 frères qui ont assuré qu'elles étaient consentantes. Les 2 hommes ont fait l'objet en novembre 2025 d'un renvoi devant la cour criminelle, mais dans un arrêt rendu jeudi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé les 2 renvois. C'est une décision d'infirmation qui est juste, a réagi l'avocate du joueur, maître Sophia Kerba, dans un communiqué. Ben Yedder a tweeté, c'est un joueur que les gens connaissent, hein, je suis heureux de la décision rendue par la justice, etc. Bon, je ne connais évidemment rien à cette histoire, rien. Je m'aperçois simplement d'une chose. C'est une accusation gravissime, le viol. On est au-delà. C'est-à-dire que tu joues ta vie. Tu joues ta vie. Tu peux aller en prison pour 15 ans, 20 ans, et au contraire être relaxé. Tu as une première instance qui dit il y a viol et qui te renvoie devant une cour criminelle, et tu as une deuxième qui dit il n'y a pas viol. C'est les mêmes faits. C'est les mêmes faits. C'est-à-dire que c'est l'analyse qui est produite simplement sur les faits qui est différente. Vous avez un juge, en l'occurrence, ou des juges Il y a des charges. qui disent d'un côté il y a ça, De l'autre côté, il n'y a pas de charge. Alors, je vais vous dire, et c'est tout le rapport que j'ai avec la justice, c'est la loterie. C'est la, oui, mais c'est la loterie. C'est la loterie. Puisque là, on a un cas d'école, qu'est-ce qu'on fait, là aussi? Alors, où on dit, dès qu'il y a doute, bah, à ce moment-là, le doute, mais on applique vraiment ça, mais en fait, c'est jamais fait. Bon, c'est jamais fait. Souvent, oui. Bon, c'est jamais fait. Donc, je vous soumets cette affaire qui m'a... et j'ai aucun... je ne sais pas ce qu'ils aient... Exprimé André, je vous dirai ensuite. André? Moi, je suis très attaché à la présomption d'innocence d'une part, et d'autre part au droit d'appel. Vous savez, il y a parfois le schéma inverse qui se produit, c'est-à-dire que vous êtes relaxé en première instance et condamné en appel. Donc les juges n'ont pas tous la même appréciation des mêmes faits. Ah ben, ça, c'est sûr. La justice humaine est humaine et par définition, elle peut se tromper, elle peut voir blanc en première instance et voir noir en deuxième instance. Ou inversement, vous n'allez pas remettre en cause le droit d'appel quand même. C'est une garantie démocratique. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, je n'ai pas de conclusion à apporter là-dessus. Je vous le soumets. Pour ceux qui ont étudié un peu la question, l'erreur judiciaire, elle existe. Elle existe beaucoup plus malheureusement, fréquemment, qu'on le veut le croire. D'ailleurs, depuis 2000, depuis l'année 2000, depuis qu'on a introduit l'appel possible des arrêts de cour d'assises, il y a un chiffre assez considérable d'acquittement en appel, alors qu'en première instance, c'était des condamnations. Vous voyez ? Donc, ce que vous dites là, et vous l'avez dit hier d'ailleurs, c'est à la fois effrayant, glaçant et rassurant. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, en double degré de juridiction, on en revient à une plus grande réalité judiciaire. Maintenant, l'erreur, ce qu'il faut, c'est que la justice soit en capacité de reconnaître cette erreur, et non pas de l'occulter. Or, quand vous regardez les chiffres, notamment des erreurs reconnues depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a très peu d'erreurs judiciaires qui ont été reconnues par la justice.
Non, mais là, il est. Alors, c'est non-lieu, là. C'est pas. Là, c'est on ne peut pas parler d'erreur judiciaire parce qu'il n'y a pas eu de condamnation. Voilà, il n'y a pas eu de condamnation. Mais on aurait pu aller vers une erreur judiciaire. Vous comprenez, s'il y avait eu un procès avec une condamnation. Bon, donc, je rappelle, les deux hommes ont fait l'objet en novembre 2025 d'un renvoi devant la cour criminelle. Alors, c'est allé assez vite, là, parce que c'était en novembre. Oui. Et là, la cour d'appel, manifestement, d'Aix-en-Provence a annulé les deux renvois. Il y a un footballeur célèbre qui vient d'être renvoyé. Bien sûr. Hakimi, vous avez vu Hakimi, oui. Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain. Pour des faits similaires. Oui. Pour des faits similaires. Il est présumé innocent. Oui. Alors, si j'ai bien compris, là aussi, cette affaire, c'est parole contre parole. Toujours. C'est parole contre parole. Oui, mais si c'est parole contre parole, C'est toujours comme ça. Ouais. et je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qu'on fait? Les affaires sexuelles, c'est presque toujours comme ça, parole contre parole. Ouais. Alors il y a des indices, il y a des expertises gynécologiques, il y a des choses maintenant psychologiques, gynécologiques, mais c'est très compliqué, ce sont des affaires très compliquées. Oui, mais dans le cas de doute, il faut acquitter. Voilà. Bien sûr. Bon, le clash hier, le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel, Charles Aloncle, le député UDR, a dénoncé des menaces proférées contre lui en pleine audition par le député MoDem Erwan Balanant, ce qui donne aussi le climat. Madame, alors, Modem. toujours aucun mot de Madame Braun-Pivet. Non. Madame Braun-Pivet Ça n'a pas réagi. choisit. Il disait qu'il attendait une réaction oui. de Braun-Pivet et que par défaut, à défaut, sinon il porterait sans doute plainte. Donc si c'était le contraire, si par exemple Charles Aloncle. Mais Charles Allez. Aloncle a déjà été repris par Yael Voilà. Braun-Pivet. Alors là, Donc, il aurait été repris 50 fois. Sur France Inter. Bon, là, il y a quelqu'un qui lui a dit on va te régler, Erwan c'est ça? Balanant, On va c'est te un régler. élu du Modem. T'inquiète, on va te régler. Ton compte. Bon, C'est ça. t'inquiète, on va te régler. Bon, voyez la séquence et tendez l'oreille parce qu'on voit pas tout, on n'entend pas tout à fait. T'inquiète, on va te régler. Bon, c'est bah, quoi, c'est- c'est une menace, monsieur Balanant? Monsieur, C'est une menace, monsieur Balanant. T'inquiète, on va te régler en partant, en quittant la salle. T'inquiète, monsieur le Président, simplement, si vous pouvez me laisser. Bon, ça a été entendu par tout le monde, il n'y a pas de problème. Réaction de Charles Aloncle. T'inquiète, on va te régler. Ce sont des menaces, des intimidations qui sont parfaitement inacceptables dans le cadre de travaux parlementaires d'une telle commission. Je ne sais pas ce que me vaut d'ailleurs ces menaces et ces intimidations de M. Balanant. Je ne sais pas ce que me vaut ce tutoiement. Je ne sais pas ce que me vaut cette violence verbale qu'il exprime. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est parfaitement intolérable. J'espère que le bureau de l'Assemblée nationale sera convoqué. J'espère que des sanctions seront prises parce que j'en ai marre depuis plusieurs semaines de ces intimidations, de ces menaces qui se font de plus en plus pressantes, qui maintenant sont même plus cachées dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Ce sont des comportements de voyous. C'est-à-dire que tout le monde le cible, Charles Aloncle. Vous êtes sauvé par le gong, André Valigny. Vous êtes sauvé par le gong.